Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. L'état d'urgence sanitaire prolongé sur tout le territoire national jusqu'au 10 janvier 2021. Un projet de décret dans ce sens a été adopté lors du Conseil de gouvernement qui s'est tenu aujourd'hui. Il a été présenté par le ministre de l'Intérieur. Vous le savez, une campagne de vaccination sera lancée au Maroc durant les prochaines semaines. L'objectif est de vacciner plus de 20 millions de personnes en 3 mois. Pour ce faire, des stations vaccinales ont été préparées. Exemple dans la région de Casablanca-Stade. En ce 3 décembre, journée internationale des personnes en situation de handicap, 2M dévoile sa charte sur le handicap, une feuille de route qui vise à améliorer la visibilité de cette frange de la population et à promouvoir le rôle joué par l'entreprise dans son insertion professionnelle. Les ateliers de l'Atlas, le programme de l'industrie de développement de talents initié en 2018 par le Festival international du film de Marrakech présente cette année une édition en ligne. Nous parlerons de ces projets en développement et de ces films en post-production. C'est à découvrir dans la chronique de Samia Halissi. Madame, Monsieur, bonsoir. L'état d'urgence sanitaire prolongé sur tout le territoire national jusqu'au 10 janvier 2021. Un projet de décret dans ce sens a été adopté lors du Conseil de gouvernement qui s'est tenu aujourd'hui. Ce projet de décret présenté par le ministre de l'Intérieur lors de cette réunion prévoit également la possibilité de l'allègement des mesures restrictives selon l'évolution de la situation épidémique au Maroc. La faisabilité restera à la discrétion du ministère de l'Intérieur après examen de la situation sanitaire dans les provinces et régions du royaume. Les walis, gouverneurs, préfectures et provinces seront autorisés à décider d'alléger localement les mesures de confinement. Et concernant justement la situation épidémiologique, arrêtons-nous sur les derniers chiffres du ministère de la Santé. 4 434 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La région de Casablanca-Stade est toujours en tête du classement journalier avec 1798 cas, suivi de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec 707 cas. Pour ce qui est des décès, 78 sont à déplorer à l'échelle nationale. La CNSS annonce la prise en charge des soins afférents au Covid-19. Ils sont couverts dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, avec effet à compter du 28 octobre 2020. Par ailleurs, la Caisse nationale de sécurité sociale précise que le test PCR n'est pas encore remboursable. Il sera admis au remboursement une fois le tarif et les modalités de remboursement arrêtés par l'Agence nationale de l'assurance maladie. Et vous le savez, une campagne de vaccination massive sera lancée au Maroc durant les prochaines semaines. L'objectif est de vacciner plus de 20 millions de personnes en 3 mois, en mobilisant pour cela plus de 12 000 professionnels. Pour ce faire, des stations vaccinales ont été préparées. Exemple dans la région de Casablanca-Stade qui compte 40% des cas Covid au Maroc. Amina Mtrab. Pandémie de Covid oblige, ce centre de formation a été converti en structure qui sera bientôt dédiée à la campagne de vaccination. C'est donc l'heure des derniers préparatifs pour accueillir des milliers de personnes par jour, rien que dans les 11 centres de vaccination de Casa Anfa. On fera à peu près au niveau de Casa Anfa, donc 10 000 vaccins par jour qui seront répartis sur les 11 centres de vaccination. Donc on est en train de voir les circuits, donc les meilleurs circuits pour le citoyen. Cette campagne de vaccination anti-Covid s'étalera sur 12 semaines et se déroulera en 2 phases, soit 2 doses séparées de 21 jours. Une bonne nouvelle pour les habitants de Casablanca où l'on enregistre les nombreux records de contamination. Cette pandémie a provoqué une crise au Maroc et dans le monde entier. Ce vaccin est notre seul espoir. Je suis optimiste. Je pense que ce vaccin mettra enfin un terme à la maladie. Nous sommes impatients de nous faire vacciner. J'espère que ma famille et moi pourrons bénéficier de cette campagne.
80% des plus de 18 ans devraient bénéficier de cette campagne de vaccination à grande échelle, loin des 60% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, rappelle le ministre de tutelle. Khalid Aital parle également de l'efficacité du vaccin qui sera utilisé, un vaccin reconnu par l'OMS et faisant partie du programme COVAX. Le vaccin que nous avons choisi, c'est un vaccin qui est à virus inactivé. C'est l'une des méthodes les plus conventionnelles et les plus sûres, les plus safe. C'est comme le vaccin de la grippe, le vaccin de la polio, le vaccin de la diphtérie. C'est des vaccins à virus inactivé qui ont fait leur preuve depuis des années et des années. Autre nouvelle rassurante, un suivi post-vaccination est prévu par le département de la santé. Le ministère précise qu'un QR code sera attribué aux personnes vaccinées, car le passeport immunologique sera obligatoire pour voyager à l'étranger. Alors que le nombre de pays qui ont annoncé une campagne de vaccination de leur population se multiplie, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé réfléchit, elle, à la mise en place d'un certificat électronique de vaccination. Ce document permettrait d'identifier et de suivre les personnes vaccinées. Il n'est toutefois pas encore finalisé et devra respecter les législations nationales. Les développements avec Mamadou Dieye. Porter le masque, une mesure de plus en plus vitale aux États-Unis selon les experts américains de la santé. En 24 heures, le pays a recensé plus de 2700 nouveaux décès dus au Covid-19, un record qui rappelle le pic de la pandémie du mois d'avril. Des conséquences qui sont également économiques et sociales, sur lesquelles la cellule de crise mise en place par le président élu tente d'apporter un plan de secours. Il y a une proposition qui disait que nous paierons en fait le gouvernement fédéral la part que l'entreprise payait pour l'employé afin qu'il puisse garder sa police d'assurance maladie jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Le port du masque vivement recommandé également en Europe où la pandémie a fait plus de 440 000 victimes. Et face aux résultats obtenus dans les recherches de vaccins ces dernières semaines, la branche européenne de l'OMS dresse un horizon plein de promesses. Tout d'abord et sans aucun doute, la promesse des vaccins est phénoménale. Avec plus de 200 vaccins candidats Covid-19 en cours de développement, l'avenir semble plus prometteur. Au-delà de l'annonce des campagnes de vaccination qui se multiplient, d'autres mesures verront certainement le jour dans un futur proche, notamment en Europe. La branche européenne de l'OMS parle d'un certificat électronique de vaccination. Celui-ci viserait à identifier et suivre les personnes déjà vaccinées. Hospitalisé depuis la mi-novembre, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort hier. L'ancien chef de l'État de 1974 à 1981, décédé des suites du Covid-19, était âgé de 94 ans. Homme d'État, de progrès et de liberté, c'est aussi un grand ami du Maroc qui vient de tirer sa révérence. Sa Majesté Laurent Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Anne Emone Giscard d'Estaing, un message où le souverain exprime toute sa solidarité dans ces moments de deuil et de recueillement. Rita Saha. C'est l'une de ses dernières apparitions publiques. Le 30 septembre dernier, Valéry Giscard d'Estaing assistait alors aux obsèques de l'un de ses successeurs, Jacques Chirac, l'un de ses meilleurs ennemis également durant sa carrière politique. Une carrière que l'inspecteur des finances et économiste, né en Allemagne le 2 février 1926, convoitait depuis son jeune âge. Résistant et étudiant à la fois, en pleine Seconde Guerre mondiale, il obtient son diplôme de l'école polytechnique en 1944, puis celui de l'ENA 7 ans plus tard. Il deviendra député en 1956, avant d'être élu maire, président du Conseil régional d'Auvergne et gravira petit à petit les échelons avant d'être finalement nommé ministre des Finances et des Affaires économiques quelques années plus tard. Mais une autre destinée l'attend. Valéry Giscard d'Estaing veut changer les choses dans une France plus moderne. Il se présente alors à la présidentielle de 1974. Face à celui qui deviendra son successeur, le candidat dynamique séduit les Français et devient avec 51% des voix le troisième président de la Ve République. Célèbre pour son engagement social au début de son septennat, il sera à l'origine de plusieurs mesures qui pour certaines ont fait polémique, notamment l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans, la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine ou encore la légalisation de l'avortement. Mais il sera également critiqué pour sa gestion de la crise économique de 1974. Après 7 ans à la tête de l'État, son mandat ne sera pas renouvelé, laissant place au premier président de gauche de la Ve République, François Mitterrand.
Sa relation avec le Maroc restera, elle, gravée dans les annales, car en 1975, il sera le premier président français, après la déclaration d'indépendance, à se rendre dans le royaume. Lors de cette visite officielle, Valéry Giscard d'Estaing avait été reçu par feu Sa Majesté Hassan II. Une visite qui redonnera un nouveau souffle aux relations franco-marocaines. L'ancien président français et grand ami du Maroc reviendra d'ailleurs régulièrement dans le royaume pour y passer ses vacances. Affaibli par des problèmes cardiaques et pulmonaires ces dernières années, Valéry Giscard d'Estaing restera pour les Français l'un des présidents les plus sympathiques et sincères. Un jour, je ne pas vraiment. Il succombera finalement au Covid-19 à l'âge de 94 ans. C'est dans sa propriété du Cher-et-Loir qu'il dira son dernier au revoir. Au revoir. À l'international, toujours l'Afrique de l'Ouest qui connaît l'une des crises alimentaires et nutritionnelles les plus graves de ces dernières décennies. Un constat alarmant émis par les experts du réseau de prévention des crises alimentaires. Depuis octobre, plus de 16 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire aiguë dans les 15 pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest étudiés par le réseau qui réunit tous les 6 mois les représentants des gouvernements concernés et les bailleurs de fonds internationaux. Le Maroc, élu membre du conseil d'administration du Programme alimentaire mondial des Nations Unies suite à sa désignation par le groupe régional africain auprès de la FAO. L'élection du royaume à l'un des plus importants acteurs de l'action humanitaire mondiale est un signe de la grande considération internationale témoignée à l'égard des initiatives de solidarité et des actions concrètes menées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur des populations sinistrées à travers le monde, victimes de conflits, des crises sanitaires ou de catastrophes naturelles. Un mot à présent sur cette visite, une délégation de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants a visité ce jeudi plusieurs consulats accrédités à l'Aïoun. La délégation s'est rendue au consulat des Émirats arabes unis, du Gabon, des îles Comores et Sao Tomé et Principe. C'est le 3e entretien tenu entre les deux chefs de la diplomatie en moins de 3 mois. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boureta, a eu un entretien téléphonique aujourd'hui avec son homologue de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Les deux ministres ont échangé sur les prochaines échéances de l'agenda bilatéral, notamment la prochaine visite de Nasser Boureta à Moscou pour la tenue de la 8e session de la commission intergouvernementale mixte Maroc-Russie, prévue en 2021, et le renforcement du dialogue politique entre les deux pays, ainsi que la visite de Sergueï Lavrov au Maroc pour participer au Forum Monde Arabe-Russie, dont la prochaine édition se tiendra au Maroc courant 2021. Et en ce 3 décembre, journée internationale des personnes en situation de handicap, 2M dévoile sa charte sur le handicap, une feuille de route qui vise à améliorer la visibilité de cette frange de la population et à promouvoir le rôle joué par l'entreprise dans son insertion professionnelle. Reportage Aziel Hmari et Youssef El-Ghassi. C'est ici, dans ce bureau du comité parité et diversité de 2M, qu'a vu le jour cette charte sur le handicap, une feuille de route qui met en avant l'engagement de 2M en tant que média citoyen pour notamment améliorer et reconstruire les mentalités de la société autour de la question du handicap, une question souvent traitée par la chaîne à travers divers programmes. Nous, à 2M, à l'occasion des journées nationales et internationales, on consacre toute une semaine à ces questions-là pour, en fin de compte, pousser les pouvoirs publics, le Parlement et tous les responsables à prendre des mesures qui facilitent la vie de cette couche sociale. C'est vrai que c'est un sujet délicat à aborder dans notre société, mais nous, en tant que journalistes, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye parfois de mettre en avant des parcours de personnes atteintes de handicap. Parce que malgré ce handicap, ces personnes, elles ont du talent, elles ont un savoir-faire, et au lieu de les stigmatiser, nous nous efforçons de mettre en valeur leur accomplissement. Une entreprise citoyenne qui promeut la diversité et l'égalité des chances. Dans ce sens, grâce à cette charte, plusieurs recommandations ont été émises pour lutter contre toute forme de discrimination, une manière de créer un effet d'entraînement positif auprès d'autres structures. On est en train d'instaurer une charte pour valoriser les personnes en position de handicap. Donc déjà, on leur facilite l'accès sur le plan stage pour qu'elles puissent faire leurs connaissances professionnelles.
On les invite dans les émissions pour les faire connaître leur savoir-faire. Places de parking dédiées, rampes d'accès, autant d'infrastructures aménagées au sein de la chaîne pour faciliter l'accès des salariés ou des personnes étrangères en situation de handicap. Des efforts qui seront régulièrement présentés à travers des rapports afin de partager les différentes expériences. Et pour parler de cette charte, Khadija Boujnoui, présidente du comité parité et diversité et directrice financière de 2M, et l'invitée d'Infosoir. Madame Boujnoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, parlons de l'idée en elle-même. D'où découle cette initiative? Alors, l'initiative découle du rôle que doit avoir toute entreprise citoyenne en adoptant une approche inclusive de toutes les composantes de la société marocaine. Ce rôle est d'autant plus important quand il s'agit d'un média, de surcroît un média d'utilité publique. 2M, depuis sa création, a toujours été à l'écoute de la société marocaine dans toute sa diversité. Et les questions sociales et sociétales sont au cœur de la ligne éditoriale de 2M. Et pas seulement, elles sont également au cœur de la politique de l'entreprise. Alors, quels sont les objectifs de cette charte ? Alors, il y a plusieurs objectifs, mais si je dois en retenir deux, je dirais que le premier objectif, c'est d'officialiser l'engagement de 2M sur le sujet de l'handicap. Le deuxième objectif, c'est de renforcer et d'améliorer les actions de 2M, que ce soit pour la partie média, c'est-à-dire à travers les programmes, mais également au sein de l'entreprise, à travers l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors, qui a participé à l'élaboration de cette charte ? Alors, la charte a été élaborée en concertation avec toutes les parties prenantes de la chaîne, qu'elles soient télévision, radio ou digital. Toutes les femmes et les hommes de 2M s'impliquent. Elles ont exprimé une vraie volonté, une vraie implication. Elles souhaitent réellement donner la place aux personnes qui sont en situation de handicap, la place qu'elles méritent au sein de la société marocaine. Alors, comment est-ce que cette feuille de route va être déclinée ? Alors, la charte se décline en deux parties. D'abord, il y a la partie média. Donc, parmi nos missions, il y a l'information, la sensibilisation, également l'éducation. Nous sommes un vecteur de valeur. Donc, et puis la partie entreprise. Concernant la partie média, une meilleure visibilité des personnes qui sont en situation d'handicap, la lutte contre les stéréotypes et clichés qui sont dégradants à l'égard des personnes qui sont en situation d'handicap, la normalisation de l'handicap. Et puis s'éloigner le plus possible des approches compassionnelles, car elles perpétuent justement les images négatives à travers les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis, chose importante, établir des partenariats avec les parties concernées, notamment la société civile. Ça, c'est concernant la partie média. Concernant l'entreprise, un grand chantier a été ouvert, des mesures ont été prises pour justement promouvoir l'insertion professionnelle des personnes qui sont en situation de handicap, faciliter l'accessibilité à nos locaux. On l'a vu dans le reportage. Un dernier message peut-être pour conclure. Je dirais que l'adoption de toute approche inclusive et créatrice de valeur et donc de richesse. Et si nous devons retenir un message, je dirais que la différence n'est pas incompatible avec la performance. Khadija Boujnoui, présidente du comité parité et diversité et directrice financière de 2M, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Hassan. À présent, un mot sur les prévisions météo avec cette alerte des vagues dangereuses de nord-ouest avec des hauteurs significatives allant de 4 à 6 mètres sont attendues à partir de demain soir sur les côtes atlantiques entre Asela et Terfaya. Des chutes de neige abondantes, des baisses de température et de fortes rafales de vent sont aussi attendues de vendredi à dimanche. Direction Dakhla, qui constitue la première étape d'une tournée entamée par l'Office national du tourisme. Objectif, mettre en place la feuille de route du plan de relance au niveau de la promotion touristique pour les marchés internationaux et le tourisme national. Les 12 régions du royaume seront visitées dans le cadre de cette opération. Reportage Nizar Bouhout, le récit est de Mamadou Dié. Faire de Dakhla une destination mondiale du tourisme balnéaire, c'est un des objectifs du plan de relance du secteur. Cette rencontre initiée par l'Office national marocain du tourisme avec les professionnels et responsables touristiques de Dakhla est la première étape d'une tournée nationale.
Spécifiquement aujourd'hui, on est sur la région de Dakhla ou Dahab. L'objectif sur le moyen terme, sur le court terme, c'est de construire des plans de relance dynamiques, agressifs, pour accompagner la relance dès que les conditions de voyage sont de retour. Les conditions de voyage optimales sont de retour. L'initiative vise également la revitalisation du tourisme national. Il s'agira de mettre l'accent sur la spécificité de chaque région, de valoriser ses potentialités à travers des dispositifs de communication, de marketing et dans le domaine du transport aérien. Dakhla est la première région du royaume dans cette tournée et cela nous réjouit. On a discuté des contraintes et de la situation du secteur du tourisme au niveau de la région. Nous sommes réunis ici pour élaborer un programme complet incluant la nature, le sport et tout ce qui est culturel qui met en valeur le patrimoine hassani de la région. Le tourisme est l'un des secteurs qui ont été fortement touchés par la pandémie du Covid-19, avec la fermeture des frontières ainsi que les mesures restrictives de déplacement. Un coup dur qui a entraîné une perte de recettes estimée à quelques 18 milliards de dirhams sur la période des 7 premiers mois de cette année. C'est l'heure à présent de décrypter l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette année, le festival du film de Marrakech est bien sûr annulé, mais les ateliers de l'Atlas, qui se déroulent dans le cadre du FIFM depuis 2018, ont maintenu leur programmation et bien sûr, c'est en ligne. Et les ateliers de l'Atlas, qui, comme vous le savez, sont un tremplin extraordinaire pour les jeunes cinéastes, puisqu'ils accompagnent l'éclosion d'une nouvelle génération de réalisateurs marocains, arabes et africains, et qu'ils ont créé un espace d'échange entre professionnels internationaux et talents régionaux. L'événement s'est ouvert le 30 novembre et se clôture ce soir avec la nomination des lauréats. Oussama El-Brkali a suivi les débats et les tables rondes de cette année et a rencontré les organisateurs. On regarde. Détecter, accompagner et révéler la nouvelle vague de cinéastes marocains, africains et arabes, tel est l'objectif poursuivi par le Festival international du film de Marrakech, à travers le programme des ateliers de l'Atlas. Pour cette année particulière, la formule digitale a été choisie par les organisateurs de l'événement pour créer un espace virtuel d'échange et de partage entre les 23 projets cinématographiques sélectionnés. Alors pour cette troisième édition des ateliers d'Atlas, nous avons reçu 230 projets en développement et films en post-production de cinéastes à la fois marocains, arabes et africains, puisque les ateliers couvrent l'ensemble du continent africain et du monde arabe. Concernant les projets en développement, on a reçu un nombre identique à l'habitude, puisque la pandémie n'a pas vraiment empêché les cinéastes de continuer à écrire et à développer leurs films. Parmi ces 23 projets, 11 sont d'origine marocaine, parmi lesquels figurent des noms tels Sofia Alaoui, Al-Din El-Jem ou encore Adnan Baraka, des cinéastes qui, après avoir brillé lors de multiples festivals internationaux, ont la possibilité d'échanger avec près de 300 professionnels accrédités. Les ateliers de l'Atlas sont devenus un rendez-vous incontournable dans la région pour les professionnels qui souhaitent recevoir des aides, enfin du soutien et des aides pour leurs films. Et pour les professionnels internationaux, c'est vraiment devenu un lieu incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'avenir du cinéma de la région. Depuis le Liban, l'Égypte, le Congo ou encore le Maroc, les 23 cinéastes sélectionnés pour cette troisième édition des ateliers de l'Atlas ont également eu la possibilité de participer au marché de coproduction, durant lequel les cinéastes ont eu la possibilité de rencontrer individuellement 350 partenaires pour accompagner leurs projets. Place à présent, Samia, à votre coup de cœur de la semaine. Alors j'ai le plaisir de vous présenter un artiste qui me touche beaucoup, Ihsan. Il me touche particulièrement. Ulrich Zouanda est arrivé du Congo au Maroc avec sa mère quand il avait 12 ans en tant que réfugié. S'en suivront des années d'adaptation difficiles pour lui, mais Ulrich a cette faculté extraordinaire et rare qu'ont les vrais artistes, celle de sublimer leur quotidien et leur environnement. Il commencera à façonner des sculptures à partir de métaux de recyclage et nous sommes allés tourner dans son atelier et là on est tombé en arrêt devant ces silhouettes gracies, cette faune
tout droit sortis de la savane africaine, des symboles forts de vie et de ses réminiscences africaines. Bref, je voulais vous raconter un peu ce soir le fabuleux destin d'Ulrich Zouanda au Maroc. Le Maroc qui est devenu la seconde patrie de cet artiste hors du commun. On regarde son portrait signé Mustafa Saïdouni, Yousef Razi et Oussama El-Bkhali. On regarde. Pièce et tenaille au point, Ulrich Zouanda sculpte, affûte et peaufine. De cet amas de fils de fer et de pièces détachées, naîtront sous ses doigts un oiseau en plein envol, un bison imposant ou encore un lion rugissant. Des animaux, des branchages, bref, des souvenirs de son enfance congolaise et l'expression de sa passion pour la nature. Ce qui m'inspire le plus, c'est la nature. Je m'inspire beaucoup de la nature, des plantes, de l'homme nature. Je m'inspire aussi beaucoup de l'harmonie entre l'homme et la nature. Comme vous pouvez le constater, j'ai travaillé une collection sur homme nature qui sont les femmes et les hommes. On forme une forme d'arbre qui fait une continuité de corps. Donc ce qui m'inspire beaucoup, c'est la nature et tout ce qui m'entoure. Ulrich Zouanda n'a pas besoin de grand-chose pour créer une œuvre d'art. Masque de guerrier Maasai, chevaux au galop, l'artiste aux mains d'argent trace son petit bout de chemin au Maroc depuis ses 12 ans. Ses sculptures ont fini par lui assurer une petite place au soleil. Certains collectionneurs le suivent de près. Martha Sebti a eu un véritable coup de cœur pour ses œuvres. Elle a transformé son appartement casablancais en véritable galerie d'art en mettant en lumière de nombreuses sculptures d'Ulrich. J'ai cherché un cadeau pour ma maman et qui adore tout ce qui est spectacle de taureaux et j'ai juste tapé sur Google œuvre taureau Maroc et je suis tombée sur lui. Bien sûr, je lui ai acheté le taureau pour ma mère et puis par la suite donc il m'a proposé de venir le visiter dans son atelier et là j'ai trouvé tout un univers que j'ai trouvé fort intéressant. Son travail déjà avec le fil de fer, son mélange avec des matières naturelles et puis une créativité débordante. Infatigable travailleur, Ulrich Zouanda crée et innove en permanence. C'est dans l'intimité de ce petit atelier au cœur de la capitale qu'il se fixe d'éternels défis. Et on termine, Samia, avec votre agenda. Et c'est l'heure à présent, Yassine, de passer en revue les rendez-vous culturels du week-end et de la semaine prochaine. Mehdi Nassouli est en concert à l'Institut français de Meknès samedi prochain dans le strict respect des mesures sanitaires. Le concert est divisé en plusieurs parties pour permettre à plusieurs petits groupes de spectateurs de se relayer sur les gradins en plein air. Malika Gznei expose du 10 au 31 décembre à la Loft Art Gallery. Enfin, ne ratez pas en ligne sur les réseaux sociaux l'exposition Et soudain, le monde fut immobilisé de Rudy Bohr, une exposition organisée par les instituts français qui tourne à travers le monde depuis avril dernier et qui évoque bien sûr le confinement et la situation sanitaire actuelle. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. L'état d'urgence sanitaire prolongé sur tout le territoire national jusqu'au 10 janvier 2021. Un projet de décret dans ce sens a été adopté lors du Conseil de gouvernement qui s'est tenu aujourd'hui. Ce projet de décret présenté par le ministre de l'Intérieur lors de cette réunion prévoit également la possibilité de l'allègement des mesures restrictives selon l'évolution de la situation épidémique au Maroc. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal Al-Masaïa vous sera présenté par Zakaria Aït Abdelmjid demain à cette même place. Mehdi Soufiane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.